Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme de votre émission L'actualité évidemment, avec la présentation surprise du démonstrateur Suzy d'Ariane Group qui accélère sur son projet de cargo dévoilé pourtant au public il y a tout juste un an. On parlera aussi d'un rapport présenté à l'Union européenne pour la défense spatiale et puis du constructeur italien Avio qui met au point le lanceur Vega et qui pourrait bien réclamer un divorce avec Arianespace aujourd'hui en charge de la commercialisation du petit lanceur. Et dans votre talk, on va parler d'un trésor, celui des ressources spatiales. Ira-t-on demain miner à la surface d'un astéroïde pour y récolter des métaux précieux? Certains acteurs en sont, à vrai dire, convaincus. L'exploitation des ressources spatiales ne relève plus de la science-fiction, comme la sénatrice Vanina Paoli-Gagin qui sera en plateau avec nous pour parler de son rapport tout juste présenté au Sénat sur les ressources spatiales. Et à ses côtés, nous aurons Patrick Michel, responsable de la mission d'exploration des astéroïdes pour le CNES et le CNRS. Voilà pour le programme dense de la journée. Et on commence tout de suite avec l'actualité. Le constructeur italien Avio est au cœur de l'actualité. Cette semaine, selon le journal La Tribune, le gouvernement italien aurait demandé à l'Agence spatiale européenne de retirer les lanceurs de la famille Vega du portefeuille commercial d'Arianespace. Interrogé par le journal, Avio assure n'avoir aucune information sur le sujet. De son côté, l'Agence spatiale européenne confirme à nos confrères de la Tribune, mais aussi à la rédaction de Bismart, que la commercialisation de Vega sera un sujet abordé lors du sommet du spatial à Séville, qui doit se tenir à partir de lundi prochain, lundi 6 novembre. Alors l'ESA ne confirme pas pour autant le désir d'Avio de bousculer la commercialisation de son lanceur. C'est donc une affaire à suivre. Un rapport pour consolider la défense spatiale européenne a été délivré à la Commission européenne, porté par notamment Christophe Grödler pour Renew Europe. 5 points clés sont mis en avant avec un focus, celui de la souveraineté européenne en matière de défense spatiale. Le rapport rappelle notamment l'enjeu clé de l'infrastructure satellitaire souveraine, mais il rappelle aussi l'importance du traitement des données de surveillance de l'espace, ce qui comprend la surveillance du trafic de l'orbite terrestre. En l'absence de capacité de vol habité autonome, c'est un point qui a encore été soulevé, même dans le cadre de la défense spatiale européenne. Dernière actualité, le démonstrateur de Suzy, un projet d'étage supérieur réutilisable de lanceur développé par Ariane Group, a effectué son tout premier allumage depuis le site du groupe au Mureau en Île-de-France. Un an seulement après la révélation de cet ambitieux projet, Ariane Group franchit une étape importante. Pour en parler, nous avons avec nous Jost van Teuren qui a répondu au Call Actu, responsable du programme Suzy chez Ariane Group. Bonjour et bienvenue dans Smart Space. Bonjour. Alors, Ariane Group a surpris tout le monde avec ce test surprise d'un démonstrateur dont on ignorait en réalité l'avancement technique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses capacités techniques, justement ? Oui, effectivement, ce démonstrateur, c'est en fait un démonstrateur pour notre concept Suzy, qui est une brique technologique clé pour le transport spatial du futur, et spécifiquement pour revenir d'une orbite, faire une rentrée contrôlée et une récupération précise pour qu'on puisse réutiliser cet étage ou véhicule, soit pour un étage supérieur d'un lanceur réutilisable ou pour transporter des fret spatiales, des cargos vers et depuis l'espace. Alors, depuis quand vous travaillez sur ce projet démonstrateur ? Donc, quand on avait présenté le concept Suzy il y a un an, ça faisait déjà 2 ans qu'on a travaillé sur ce concept. Et on n'avait pas que ce concept, mais aussi toute une feuille de route, parce qu'on peut implémenter ce concept à plusieurs échelles, qui nous permet d'avoir une feuille de route incrémentale, dont ce démonstrateur est la première étape en échelle, une 6e, avec ces 4 turboréacteurs. Et donc les tests ont été réussis. Qu'est-ce que ça veut dire des compétences de ce démonstrateur et de la suite du développement ? Donc ce démonstrateur, il vise de valider une phase critique du vol, ce qui est la descente après la rentrée,
l'approche est la récupération, soit un atterrissage propulsif ou sous parachute en fonction des besoins. Donc c'est vraiment une plateforme pour tester et apprendre la capacité clé de Suzy étape par étape. C'est quoi la prochaine étape? Donc la prochaine étape, ce sera, donc on avait déjà commencé le campagne d'essai avec cet allumage de moteur, et la prochaine étape sera de petits sauts de puce où on va en fait monter en altitude, en vitesse, pour qu'on puisse en fait déclencher toute la séquence de la descente, approche et atterrissage. Et quand est-ce qu'on peut l'attendre, cette étape? Donc, en fait, c'est une approche progressive, étape par étape. On commence avec le saut de puce dans les mois qui viennent. Et puis, pendant une campagne qui va durer, laissons dire, 18 mois, on va en fait élargir l'enveloppe du vol pour qu'on puisse complexifier la mission jusqu'à la séquence finale pour tester l'approche et atterrissage complet. Donc, pas a priori de test de vol à échelle 1 avant 2 ans ou peut-être 3 ans. Exactement. En fait, on a choisi de profiter de cette concept où on peut en fait construire soit des démonstrateurs ou des versions opérationnelles intermédiaires en plusieurs échelles. Donc là, ce démonstrateur, on est à la 6e. Et puis, bien sûr, on peut faire le design sur ce qu'on appelle le demi-échelle, une version intermédiaire qu'on peut lancer sous coiffe sur un Ariane 6. Pour de missions de fret spatial vers une station spatiale et aussi ramener le cargo sur Terre. Oui, alors c'est ce choix-là de travailler sur des modèles intermédiaires qui a permis d'être aussi rapide, parce que 3 ans pour un démonstrateur et un premier test moteur, ça paraît quand même d'être un temps de fabrication beaucoup plus rapide que ce à quoi on est habitué en Europe. C'est effectivement l'approche de tester, apprendre, s'adapter et puis changer, adapter le concept en fonction de retour des tests, mais aussi de retour des clients, etc. Dernier mot sur ce démonstrateur Suzy. Vous pouvez peut-être rappeler à nos téléspectateurs sur quelle fusée on est censé le voir voler et en fonction de quelles normes. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif d'être un cargo de fret, mais aussi peut-être d'embarquer des êtres humains pour du vol habité. Sur quel lanceur on le verra voler en premier? Donc, bien sûr, ce sera sur l'Ariane 6 et la version en demi-échelle, on peut lancer sur Ariane 6 sous coiffe. Et puis, dans la suite, dans cette configuration, on peut faire en échelle 1 où en fait on remplace la coiffe d'Ariane 6 avec le Suzy qui sera encore plus polyvalent pour d'autres missions de service en orbite, de fret spatial et à terme aussi de polarité. Merci Jos Van Toren. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Suzy chez Ariane Group. Vous reviendrez peut-être nous tenir au courant des avancées techniques de ce démonstrateur qui est somme toute un sujet extrêmement important aujourd'hui en Europe, que la capacité aussi de vol habité réutilisable. Et on ne l'a pas précisé, c'est important de rappeler que cette technologie doit être réutilisable, d'où le milestone important de la réentrée dans l'atmosphère. Voilà pour l'actualité. On enchaîne quant à nous avec un talk tout de suite sur Bismart. C'est l'heure du Space Talk, immense trésor sur Terre. Dans l'espace, les métaux inaccessibles de certains astéroïdes ont moins de valeur que l'oxygène. Et pourtant, difficile d'échapper aux fantasmes. Alors, rêve ou réalité, que sont ces ressources et quel rôle jouent-elles pour nous? Pour en parler, nous avons avec nous en plateau Vanina Paoli-Gagin, sénateur de l'Aube et rapporteur d'un rapport d'information sur les ressources spatiales publié en juin dernier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Pour vous accompagner dans cet échange passionnant, Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe Osiris-Rex pour le CNRS et le CNES et le projet de la NASA. Bonjour Patrick Michel, bienvenue dans Smart Space. Alors, il y a 2 semaines à peu près, la sonde Psyché a pris son envol pour rejoindre un astéroïde à des centaines de millions de kilomètres de l'espace. Et c'est le point de départ de notre conversation aujourd'hui, évidemment. Sa composition à 90% de métal, dont certains
précieux comme l'or, l'argent ou le platine. Cette composition, elle lui confère une valeur plus importante que celle presque de l'économie mondiale, une richesse qui, si elle était partagée, si on extrapole un petit peu, permettrait à chaque personne vivant sur Terre de recevoir près d'1,4 milliard d'euros. Évidemment, ce n'est pas possible, l'économie s'effondrerait, ça n'aurait plus la même valeur, mais ça nous donne la mesure de ce qu'on peut aller trouver là-bas. Alors, je vous pose la question, forcément, Patrick, on s'interroge. Est-ce que ce genre de mission, comme la mission Psyché, a pour but d'aller gratter sur l'astéroïde un petit peu de métal ? Alors, dit comme vous le dites, ça fait rêver. En fait, non, cette mission a pour but de se mettre en orbite autour de Psyché pour l'étudier et nous renseigner sur plutôt des choses scientifiques qui sont comment les planètes se forment. D'ailleurs, on n'est pas complètement sûr qu'elle soit purement métallique. En fait, ce petit objet, cet astéroïde qui fait 250 km de diamètre, et le ramener sur Terre sa matière serait extrêmement coûteux en réalité. Pour vous rendre compte, la mission Osiris-Rex de la NASA, qui a ramené, on espère, au moins 250 grammes d'échantillons d'un petit astéroïde de 500 mètres de diamètre près de la Terre, eh bien, a coûté $1 milliard. Donc on voit qu'on n'est pas encore capable et en mesure d'extraire du matériau d'un astéroïde pour le ramener sur Terre. En réalité, on pourra en parler après. L'idée, c'est plus de les utiliser comme des stations-service pour aller voir plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, Patrick, d'astéroïdes qui génèrent un petit peu des fantasmes à cause de leur supposée composition, ou est-ce que Psyché est vraiment un cas à part ? Non, Psyché n'est pas un cas à part. On a quelques astéroïdes métalliques, en tous les cas sur la base de ce qu'on sait depuis la Terre, puisque il ne faut pas oublier que ces petits objets ne font que réfléchir à la lumière du Soleil, et comme ils sont très loin, on a vraiment peu d'informations depuis la Terre. Mais somme toute, on est capable de détecter s'il y a du métal, à savoir s'il est entièrement métallique. La mission Psyché nous le dira. En revanche, ce qui est très bien avec les astéroïdes, c'est qu'ils ont une variété de composition incroyable, en fait. La plupart sont entre Mars et Jupiter. Certains croisent la trajectoire de la Terre. Et avec les études qu'on a menées, on a montré qu'on a une grande variété de compositions dans ces petits corps. Ça va du métal au carbone, aux corps rocheux silicatés et même aux minéraux hydratés, c'est-à-dire qui contiennent de l'eau, oxygène, hydrogène. Et donc, il y a de quoi s'interroger sur les utiliser comme des ressources, puisqu'on a accès, grâce à eux, si on est capable d'interagir avec eux, et on a vu que ce n'était pas si simple que ça, eh bien on peut accéder à différents minéraux qui peuvent remplir différents objectifs, ne serait-ce que, par exemple, se refournir en carburant ou en eau, par exemple, si on pense à des astronautes, etc. Donc, en fait, c'est ça l'avantage, c'est que d'abord, ils sont nombreux, ils ont des trajectoires différentes, donc on peut y accéder de différentes manières, et ils ont une variété de compositions intéressantes pour les ressources. Alors justement, Vanina Paoli-Gagin, dans ce rapport que vous avez publié, rapporté au Sénat en juin dernier, vous dites avec votre co-rapporteur, Christine Lavarde, l'exploitation des ressources spatiales n'est plus de la science-fiction. Pourtant, et Patrick Michel l'a précisé, on n'a pas, à notre connaissance, de moyens aujourd'hui ou peut-être demain, dans un futur très proche, d'aller à plusieurs centaines de millions de kilomètres miner, parce qu'il s'agit de ça, quasiment de miner et de rapporter une quantité suffisante de ces métaux. L'idée, c'est que, et ça a été dit par notre spécialiste, c'est que c'est la condition sine qua non, en fait, du retour sur la Lune qui est prévu d'ici 2030. Mais aussi la clé, en fait, du développement de nouvelles activités commerciale en orbite, et notamment dans tout ce qu'on appelle l'espace cislunaire et la basse orbite. Et la France et l'Europe jouent là une carte qui peut être décisive, parce qu'on a un certain nombre d'acteurs, on a des écosystèmes assez cohérents sur ces sujets, entre guillemets, de fourniture de services pour ces ressources dites spatiales in situ. Tout à fait, tout à fait. Donc l'idée, c'est pas forcément d'aller tout de suite chercher s'il est possible de miner sur un astéroïde, mais plutôt tout le modèle économique qui peut découler de ces objectifs à très long terme. C'est tout à fait cela. Et puis c'est surtout de réfléchir aux modalités d'exploitation. Et quand je dis que l'Europe et la France ont une carte à jouer, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des enjeux juridiques prégnants, à la fois internationaux, mais aussi européens, voire nationaux, sur ces sujets de l'appropriation ou non
des ressources spatiales. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant même que cette question-là ait été réglée, en réalité, cette idée de chasse au trésor astral, si je peux l'appeler comme ça, elle n'est pas nouvelle. Elle date déjà. Par exemple, au début des années 2010, des entreprises américaines avaient déjà posé l'ambition de parvenir à aller récolter ces richesses. On a l'exemple des dirigeants de Google, Larry Page et Eric Schmidt. On a aussi le réalisateur d'Avatar, James Cameron. Tous ont investi dans des sociétés. Le Luxembourg aussi avait investi dans une start-up. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises, en réalité, n'ont pas vu le jour ou ont reconverti leur activité, à quelques exceptions près qu'on peut citer, la Chine et Astroforge, on va y revenir. Mais pourquoi ça ne marche pas ? C'est trop ambitieux, le modèle économique ne peut pas tenir derrière, ou alors, comme vous l'avez dit, le terrain n'est pas encore préparé ? Disons que pour donner de la visibilité et de la sécurité aux investisseurs qui doivent avoir des poches très profondes et qui investissent sur un temps très long dans ces sujets, avec un aléa à la clé qui est très grand, il faut de la sécurité juridique. Cette sécurité juridique, on ne l'a pas vraiment. Et en plus de cette sécurité juridique, et là quand même les États-Unis sont un peu à l'avant de cette course, il faut de la commande publique. Bien sûr. Or, en Europe, on est très... Mais forcément, alors oui, on est sur un tango hésitant, une valse hésitation. On ne voit pas très très bien où on va finalement. Mais est-ce que c'est à juste titre, et peut-être Patrick Michel, vous avez aussi votre regard là-dessus, quand on voit que des investisseurs comme Google sont capables de se dire oui, je vais miser là-dessus, mais finalement on ne voit pas technologiquement aboutir ces projets. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'invention technologique humaine, on n'est pas prêt à faire ça ? Alors moi je dirais que en fait, la raison pour laquelle les entreprises se sont intéressées à aller miner les astéroïdes au début des années 2010, c'est que c'était encore à l'époque où le président Obama avait réorienté l'exploration humaine vers les astéroïdes. Et donc, il y avait des projets pour envoyer pour capturer un astéroïde, le mettre sur une orbite cislunaire et envoyer des êtres humains après. Donc, de là sont nées les initiatives Planetary Resources, par exemple, ou Deep Space Industry, qui sont nées à ce moment-là et qui cherchaient à développer des technologies pour ramener des échantillons sur Terre ou sur des orbites cislunaires. Et puis les Luxembourg, d'ailleurs, en a racheté une partie. Luxembourg a toujours été visionnaire, donc ils ont anticipé qu'à un moment donné, ça serait intéressant de, plutôt que d'utiliser une ressource sur Terre, on amène le minimum pour plutôt se refournir dans l'espace. Mais ces entreprises-là étaient plutôt axées sur le retour sur Terre. Et c'est là qu'à court terme, évidemment, il y avait pas de business à faire. Et bien sûr, comme le programme Artemis ensuite est né et le retour sur la Lune, évidemment, tous les développements se sont plutôt recentrés sur l'exploitation des ressources lunaires, puisque à court terme, évidemment, il y a un enjeu plus important, puisqu'on a le retour de l'être humain sur la Lune. Alors, il y a encore des industries, comme vous les avez citées, qui s'intéressent à l'exploitation des ressources des astéroïdes. Il faut de l'innovation. On vit un âge d'or des missions spatiales vers les astéroïdes. Je viens de publier un livre chez Odile Jacob qui raconte tout ça et qui raconte toutes les missions qui vont venir. Donc, on est en train d'apprendre à interagir avec ces corps-là, à s'apercevoir que ce n'est pas si simple. Et tout ça va aider, sur le long terme, ces compagnies à pouvoir exploiter les ressources. Il faut d'ailleurs citer les Émirats arabes unis, qui vont lancer une mission en 2028 pour aller survoler 7 astéroïdes. Et eux sont intéressés par l'eau. Donc, ils ont choisi des astéroïdes qui ont potentiellement des minéraux hydratés pour voir comment est-ce qu'on pourrait interagir avec eux. Donc, on voit qu'il y a encore un engouement, mais plus axé sur le moyen ou long terme plutôt que le court terme à l'époque. Une petite précision aussi, c'est à ce moment-là, dans les années 2015, je pense que les législations sont passées pour qu'on puisse exploiter les astéroïdes. C'est que les traités internationaux interdisent qu'on s'approprie les corps célestes. Par contre, les États-Unis et le Luxembourg ont passé une législation qui les autorise à faire de l'exploitation. Vous voulez rebondir là-dessus, effectivement, sur cette question de la législation. On peut l'aborder tout de suite. Vous avez cité d'ailleurs les accords Artemis. Ça, c'est un moteur ou un frein aujourd'hui, cette législation ? Est-ce qu'elle a fait avancer le sujet ou est-ce qu'on est... Elle a fait avancer le sujet pour ceux qui en ont été les initiateurs, évidemment. Mais en fait, elles ont
quelque part sonner le glas du multilatéralisme dans ce domaine, finalement. Parce qu'au départ, je rappelle très vite fait, en droit international, nous avions le traité de l'espace de 1967, qui était assez ambigu, qui nous expliquait qu'aucun corps céleste ne pouvait faire l'objet d'appropriation nationale. Oui. D'accord ? Le bien de l'humanité. Ensuite, voilà, on a le traité sur la Lune, qui est moins ambigu. Il interdit explicitement l'appropriation des ressources qui appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Sauf que ce texte n'a été signé par aucune puissance spatiale, sauf la France, qui ne l'a même pas ratifié. Donc, les États-Unis ont choisi d'avancer en solo, et avec ce SpaceX qui a été effectivement cité, ils ont autorisé l'exploitation des ressources spatiales à des fins commerciales, donc leur appropriation. Donc, je pense que le combat, en tout cas européen et national, il n'est plus là. Il est vraiment sur reprendre la main sur les modalités de cette appropriation et peut-être reprendre la main sur la normalisation, les enjeux, et ça c'est très cher à mon cœur. Je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Transition Forum, les enjeux de durabilité, de gestion des débris, etc. etc. Là, je pense que l'Europe et la France ont tout à fait leur mot à dire sur ce sujet-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la richesse dans l'espace est placée à un autre niveau que celle sur Terre. On parlait des métaux, mais en fait, Patrick Michel, vous nous avez aussi remis dans le droit chemin. C'est l'eau qui va être une vraie ressource, c'est l'oxygène qui va être une vraie ressource pour donner vie à ce vol d'habité longue durée et permettre l'installation durable dans l'espace, à commencer par la Lune, qui est le pont vers peut-être Mars. Il faut faire cette distinction-là aujourd'hui, même dans la législation, entre ces ressources-là, celles de l'eau, de l'oxygène, ou des ressources minières, ou de territoire. Je ne sais pas vous répondre. Je pense qu'il y a un effort définitionnel, peut-être de hiérarchisation de l'intérêt pour l'humanité de ces ressources. Mais là encore, les législations dont on a parlé, que ce soit le Space Act ou alors la loi de 2017 au Luxembourg, etc., ne font pas ce distinguo. Et c'est premier arrivé, premier servi, en fait. Et si j'ai un agrément pour exploiter la ressource dans tel espace, j'ai un agrément pour exploiter toute ressource. Quel est votre regard, Patrick Michel, sur ce sujet ? Oui, alors je suis tout à fait d'accord, c'est complexe. Et d'ailleurs, pour les étudiants qui veulent faire du droit, le droit de l'espace, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est un petit peu, encore un peu le zoo. Et en particulier, si on pense à l'eau, sur la Lune, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on risque de trouver de l'eau. Et donc, savoir est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou comment est-ce qu'on peut intelligemment se coordonner de façon internationale pour arriver à s'entendre. Si on n'arrive pas sur Terre, on peut peut-être espérer que l'espace peut nous permettre de régler certains problèmes et d'avoir un retour positif sur Terre. Mais effectivement, c'est très important, je pense, qu'il y ait, au-delà des législations passées dans les pays individuels et qui finalement les autorisent à faire ce qu'ils veulent dans un contexte isolé, ça serait bien qu'il y ait des accords internationaux et qu'on puisse éviter justement que si jamais on est intéressé par une ressource particulière et qu'elle ne se trouve pas à de nombreux endroits, eh bien, ça sera la guerre pour les atteindre. Et pourtant, l'Europe a signé les accords Artemis avec la NASA sans revenir sur cet aspect-là, où la NASA écrit explicitement que sur la Lune, elle pourra exploiter les ressources. Alors, la ligne est floue entre exploiter et s'approprier. Oui. C'est toute l'ambiguïté de notre positionnement, très sincèrement. Et effectivement, comme le disait notre spécialiste, il y a une guerre au pôle sud de la Lune aujourd'hui, puisque c'est là où se trouvent des cratères d'eau glacée. Moi, je pense très sincèrement que le véritable enjeu n'est plus celui de l'appropriation. Malheureusement, je pense qu'on a sans doute... C'est trop tard. Voilà, on a passé cette étape. C'est vraiment l'enjeu de la régulation des modalités d'appropriation. Et après, j'entends ce que disait Patrick. Évidemment qu'un accord international serait le bienvenu, mais je vous rappelle quand même que le comité onusien ad hoc sur ces sujets s'est emparé, je crois, de cette problématique en 2022.
et que il me semble pas qu'il ait avancé à grands pas sur ces sujets. Donc voilà, on a l'impression que les grandes organisations avancent à tout petits pas et que les écosystèmes, les startups, les pays individuellement qui ont des velléités, on voit tout ce qui s'est passé avec les initiatives indiennes, chinoises, etc. cet été. C'est en marche. Donc, Et quid des industriels, quid de ces entreprises? L'entreprise Astroforge, par exemple, si elle veut y aller, miner et revenir, est-ce qu'elle peut le faire aujourd'hui? Est-ce que n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui en a les moyens, qui a les fonds nécessaires, peut aller creuser sur la Lune et revenir sur Terre? Sincèrement, je ne sais pas vous répondre juridiquement avec certitude là-dessus, mais après, je renvoie à ce qui a été dit par Patrick tout à l'heure. Il y a un sujet qui est celui de la viabilité d'un modèle économique. Donc, les montants à investir, même si on sait que la Chine a de grands moyens... C'est ça. C'est là le paradoxe. Ramener de l'eau sur Terre, ça n'aurait aucune retombée financière, alors que c'est plus facile de faire ça que d'aller à 400 millions de kilomètres miner des métaux rares, en fait. C'est là où on voit une vraie différence entre, juridiquement, l'exploitation dans l'espace et sur Terre de ces ressources-là, et les modèles économiques qui vont autour de ça. Vous avez parlé dans le rapport de chaîne de valeur. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant sur ce point? Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est le fait qu'en France, notamment, on a des acteurs extraordinaires. On a des grands groupes, traditionnellement, comme Airbus, Air Liquide, Eramet, et aussi tout un écosystème de start-up qui... peuvent être des acteurs très très pertinents de cette chaîne de valeur qui va finalement soit de l'excavation minière proprement dite jusqu'à le stockage de gaz, l'extraction, le stockage de gaz, etc. Mais aussi l'apport de solutions logistiques ou de transport, ou aussi là où on est très fort, c'est tout ce qui est données, puisqu'on a été leader en termes d'observation de la Terre depuis l'espace, en termes de satellites, etc. Donc, on a une carte à jouer. Et l'incubateur TechMoon ou encore le groupe Objectif Lune de la NRT sont des écosystèmes extrêmement dynamiques sur lesquels on peut s'appuyer pour constituer cette chaîne de valeur. Mais là encore, il va falloir qu'on apprenne à renoncer, c'est-à-dire à choisir et à se dire... On veut devenir leader de la logistique dans l'espace basse orbite, par exemple. On ne pourra pas tout faire et on n'aura pas de capitaux et de poches profondes suffisamment conséquents pour y arriver sinon. Bien se positionner dans cette ruée vers le retour de nos satellites artificiels ou pas. Merci beaucoup Vanina Paoli-Gagin d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Merci à vous Patrick Michel d'avoir pris le temps d'intervenir sur ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. À la production Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.